C'est un plaisir de vous retrouver pour le point de l'actualité de ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres du journal, comment certains acteurs du système éducatif béninois et de la société civile expliquent-ils les faibles taux de réussite enregistrés cette année aux examens du certificat d'études primaires CEP et au brevet d'études du premier cycle BEPC? Vous suivrez leur avis dans cette édition. À suivre également dans ce journal un reportage sur ces dames écailleuses de poissons dans nos marchés de Cotonou qui facilitent la tâche aux femmes ménagères. Ce sera avec Antoinette Sagbo. En interactualité, nous serons en Tanzanie pour parler de ces rats géants formés pour détecter des explosifs. Voilà pour le sommet de cette édition. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Cette année académique 2015-2016 s'est achevée avec de faibles taux de réussite aux examens nationaux et notamment au certificat d'études primaires CEP et au brevet d'études du premier cycle BEPC. Comment certains acteurs du système éducatif béninois et de la société civile apprécient-ils cette situation d'échec observée après la proclamation des résultats? Suivez leurs réponses à travers ce reportage. 100 et 16% sont respectivement les taux de réussite obtenus au certificat d'études primaires session 2016 et au brevet d'études du premier cycle au Bénin. Plus de 80% des candidats recalés au CEP et plus de 80% au BEPC malgré l'absence des grèves. Comment peut-on expliquer de tels résultats? Bernardin Tavi, directeur du Collège d'enseignement général Saint-Irita. Le parent aujourd'hui est hyper occupé. Il n'a plus de temps pour ses enfants à la maison. L'école béninoise a des problèmes. Et c'est par là qu'il faut commencer à voir. C'est lointain au niveau des parents. Je prends les enseignants. L'aspect pédagogique. Quelle qualité d'enseignant? Pour quelle qualité d'enseignement? Pour ce directeur, les plaintes de ces mauvais résultats ont d'autres causes. La gratuité décrétée, l'État ne parvient pas à assurer cette gratuité comme cela se doit. Et cela agit énormément sur les résultats, sur les prestations de l'école béninoise. Mais quelle lecture peut-on faire de ces taux d'échec élevés aux examens en tant qu'enseignant-chercheur au département de physique à l'université d'Abomey-Calavi, Aristide Akpo? Le programme APC est quand même aussi un problème qu'il faut s'asseoir et voir si on peut effectivement l'appliquer dans toutes les disciplines comme ça se fait actuellement. Les parents n'arrivent plus à aider leurs enfants. Les documents, on ne les retrouve plus. La production de nos collègues de l'enseignement secondaire est insuffisante. Pour le syndicaliste Dieudonné Lokossou, ces forts taux d'échec sont les conséquences des reversements dans la fonction publique. Les reversements qu'on a faits, il y a des cuisiniers, il y a des coiffeurs, il y a toutes sortes de choses là, d'enseignants. Alors donc, on doit revoir complètement cette affaire-là. On doit former des gens bien parce qu'on ne peut pas parler d'excellence et au même moment on forme des cadres navets, des médiocres. Si les faiblesses du système éducatif béninois sont connues, que préconisent ces personnes pour l'amélioration des résultats aux examens nationaux? Le système éducatif est un tout qu'il faut analyser depuis le cours primaire jusqu'à l'université. Il y a des problèmes à tous les échelons. Il faut que nous nous asseyions pour réfléchir et trouver des solutions. On en est capable. Maintenant, quand le gouvernement nous a donné le plein pouvoir, où le système éducatif est géré désormais par des inspecteurs, par les professionnels de la profession, c'est le moment à jamais pour que nous puissions soigner notre système éducatif afin que le Dahomey quartier latin de l'Afrique revienne. Il va falloir repenser complètement le système et au besoin recycler les gens. Espérons donc que ces propositions soient prises en compte afin que notre système éducatif sorte de la léthargie et que vive le quartier latin de l'Afrique.
En sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres du mercredi 3 août 2016, le gouvernement s'est penché sur plusieurs dossiers, parmi lesquels la procédure de radiation de 10 agents de la fonction publique détenteurs de faux diplômes appréhendés. Les activités d'une commission mise sur pied ont permis de détecter ces agents et qui ont usé de faux diplômes pour se faire recruter à la fonction publique. Face à cette situation, certains responsables de l'administration publique et de la société civile ont exprimé ici leur ressenti au micro de Antoinette Sagbo et de Frégis Fursi. Suivez. Rentrer dans l'administration sans avoir la compétence, c'est un problème. Parce que si nous voulons avoir une administration de développement, on ne peut pas continuer par tolérer des trucs comme ça. Je pense que si on cherche bien, on trouvera plus de 10. Il faut les sortir, quelle que soit la situation. Parce que si on ne les sort pas, on va encourager d'autres à avoir le même comportement. Et il ne faut même pas s'arrêter là, il faut poursuivre ces gens-là sur le plan pénal pour faux usage du faux. Il faut même les mettre en débat, de rembourser à l'État tout ce qu'ils ont perçu depuis qu'ils sont en train de travailler. Parce que notre pays est malade de l'impunité. C'est une décision salutaire. Il y a deux catégories de faux diplômes. Il y a les vrais faux diplômes. C'est ceux-là que la commission mise en place parvient à identifier et à punir les détenteurs. Mais il y a une autre forme de faux diplômes. C'est les faux vrais diplômes. C'est les diplômes réguliers, des diplômes régulièrement établis par les autorités compétentes, mais qui sont détenus par des personnes qui n'ont pas la culture, qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas le savoir correspondant à ces diplômes-là. Et l'administration doit faire un effort pour aller là aussi, parce que la performance de l'administration requiert qu'elle soit animée par des personnes qui ont non seulement les diplômes, mais qui ont la culture, qui ont la connaissance pour faire le travail. Beaucoup de personnes réussissent en trichant. Je le dis à tous égards exceptionnels. Même parmi les acteurs politiques, beaucoup réussissent en trichant. Et donc, on amène les enfants, on amène les jeunes à poser des actes que nous-mêmes, nous ne réprimons pas en tant que parents, nous ne réprouvons pas en tant que parents. Moi, je crois très fondamentalement qu'il faut éduquer le peuple. Les gens veulent de la facilité partout. On ne veut plus faire d'efforts. On ne veut plus mériter ce qu'on a. Vous avez un diplôme, contentez-vous de ça. Au lieu que d'aller falsifier des diplômes supérieurs et venir les exhiber à l'administration pour pouvoir être payé plus cher que ce que vous avez comme niveau. Ceux-là doivent être devant les cours d'assises. Parce que c'est criminel. Ils violent les droits de ceux qui sont normalement détenteurs de vrais diplômes. Et maintenant, ils volent le peuple. Ils volent le pays. C'est des détourneurs de deniers publics. C'est des criminels. Il faut maintenant, a priori, vérifier l'authenticité des diplômes avant d'engager les gens. Vous l'annoncez en titre, allons à la découverte de ces dames écailleuses de poissons frais dans les marchés de la ville de Cotonou. Il suffit de payer des poissons et elles sont prêtes à les rendre consommables en y enlevant écailles et autres déchets. En le faisant, elles facilitent la tâche aux femmes ménagères dans la préparation culinaire. Antoinette Sagbo et Cyril Agbo nous emmènent au marché Saint-Michel de Cotonou pour la découverte de ces dames écailleuses. Suivez ce reportage. Poisson cru afin de lui ôter ses écailles est une manœuvre difficile pour certaines femmes. Pour pallier cette situation, celles-ci ont trouvé une alternative, faire recours aux écailleuses de poissons. Ici, au marché de Saint-Michel de Cotonou, une catégorie de femmes spécialisées dans cette activité offre son savoir-faire aux personnes qui sont dans le besoin. Moi, je suis écailleuse à Saint-Michel. J'enlève les écailles de différents poissons tels que le méro, les mulets, les silures blancs et noirs, les carpes, les capitaines. Cette activité, nous l'exerçons car toutes les femmes ne savent pas le faire.
Bien qu'ayant les mêmes fins, la sollicitation des services de ces dames a des motivations qui varient d'une cliente à une autre. Moi-même à la maison, je ne peux pas, je ne sais pas faire. Ça va me blesser. Vous voyez, parce que ce n'est pas mon domaine. Si c'était arranger le poulet, enlever les plumes du poulet là, ou bien le cabri, si je vais au marché maintenant, j'achète la viande, arrivé à la maison, je peux couper. Je sais faire. Après l'avoir acheté, je remets ça au bord d'âme pour pouvoir m'enlever les écailles, puisque je ne peux pas le faire moi-même à la maison, parce que je n'ai pas appris à le faire. Une prestation appréciée par la plupart des clientes. Après le travail, je suis très satisfaite, parce qu'arriver à la maison, il n'y a plus tellement de problèmes. Vous lavez correctement comme il le faut et vous préparez la sauce. C'est pourquoi je préfère leur remettre cela. Malgré les bénéfices que procurent ces écailleuses de poissons, leur activité n'est pas sans conséquences. Quand nous finissons de travailler, nous avons les douleurs, la fatigue et nous prenons des médicaments pour nous soulager. Et quand les nageoires nous blessent, nous allons à l'hôpital pour recevoir des soins. L'écaillage de poissons ne répond pas seulement aux besoins de la clientèle, mais est une activité génératrice de revenus. Améliorer les conditions de travail de ces écailleuses de poissons, surtout celles liées à l'assainissement de leur lieu de travail, pourrait être un atout pour accroître le développement économique du pays. Hors du Bénin, des rats géants sont formés en Tanzanie pour détecter des explosifs. Ils participent à la dernière phase de leur entraînement avant d'être renvoyés au Mozambique, en Angola et au Cambodge, pays dans lesquels l'ONG Apopo, leur employeur, a déjà neutralisé plus de 83 000 mines antipersonnelles. L'entreprise a déjà remporté des appels d'offres pour le déminage de ces zones meurtries par la guerre. Reportage. John Stewart et Stephen Hawking ne cherchent pas de la nourriture. Leur mission, détecter l'odeur d'explosifs. Ces rats géants suivent une formation à Morogoro, en Tanzanie, pour détecter les mines antipersonnelles. Dans ces boîtes, nous avons enterré des mines antipersonnelles. Les rats doivent passer dessus, renifler, et quand ils sentent l'odeur de TNT sur le champ de mine, ils doivent gratter et le coordinateur de l'entraînement doit cliquer puis donner une récompense. Chaque année, les mines antipersonnelles tuent 15 à 20 000 personnes dans le monde, majoritairement des enfants. Une fois leur entraînement terminé, les rats seront envoyés au Mozambique, en Angola et au Cambodge. Grâce à ces nouveaux démineurs, l'ONG belge Apopo a déjà neutralisé plus de 83 000 mines. En termes d'opération sur les champs de mines, les rats ne pèsent rien. Ils pèsent beaucoup moins que ce qui est nécessaire pour faire détonner une mine directe. Donc vous pouvez les utiliser pour tous les types de mines sans aucun problème. Dans un laboratoire voisin, Violette et Oprah passent de tube en tube pour renifler la tuberculose. Les employés d'Apopo sont aussi utilisés pour diagnostiquer cette maladie qui tue chaque année plus d'1 million de personnes. Nous détectons en moyenne 40% de patients testés positifs de plus que les hôpitaux. Donc nous repérons plus de malades à temps. Je pense que nous avons déjà sauvé plus de 10 000 personnes. Le labo les avait testés négatifs, donc sans nous, ils auraient été renvoyés chez eux et ils auraient contaminé d'autres personnes. Un rat peut à lui seul passer en revue 100 échantillons en 20 minutes au lieu de 4 jours pour un laborantin. L'ONG belge Apopo ne compte pas en rester là. Suite à leur réussite pour les mines antipersonnelles et la tuberculose, la prochaine étape pourrait être la détection du cancer. Marie-Noël, Jacqueline, Agathe, alors qu'elles pourraient être en vacances, elles ont choisi juillet et août pour donner gratuitement de leur temps. En France, plus d'une personne sur 4 se déclare bénévole ou agissent à titre individuel pour les autres. Mais en période estivale, ce chiffre chute. Rencontre avec 3 femmes qui font de leur engagement une priorité, surtout en été. Une péniche sur les bords de Seine à Paris. En cette soirée d'août, Marie-Noël aurait pu décider de boire un verre sur les quais avec ses amis. Mais ce soir, cette commerciale de 28 ans sert le repas à une trentaine de sans-abri. C'est un moment qui est très agréable à Paris, mais tout le monde n'est pas dans cette situation-là, et notamment il y a beaucoup de centres qui sont fermés,
et beaucoup de Parisiens qui sont partis, donc il y a, je pense, une assez grande solitude. Donc j'en profite également pour allier des moments sympathiques puis des moments vraiment d'aide auprès des personnes qui en ont vraiment besoin. Selon une parution de l'organisation France Bénévole en 2016, 39% des Français disent donner de leur temps gratuitement. Un chiffre en augmentation constante depuis 6 ans, mais qui connaît chaque année une forte baisse en été. Jacqueline, retraitée, fait partie de ceux qui donnent tort aux statistiques. Elle a donné rendez-vous à un couple de Canadiens dans une rue du 6e arrondissement. Vous voyez cette église là-bas? C'est Saint-Sulpice. Si vous lisez le Da Vinci Code, vous verrez qu'une partie du livre se passe dans cette église. Elle est ce que l'on appelle une greeter, une guide bénévole. Quand elle n'est pas en vacances, elle fait visiter sa ville aux étrangers, gratuitement, pour partager ses connaissances. J'adore Paris, je suis née à Paris, j'ai toujours habité Paris. Et donc c'est le faire partager. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire visiter, je ne dis pas tout Paris, mais les quartiers que j'aime et que je connais bien. Il y a enfin les besoins spécifiques à l'été. Agathe, professeure en école de commerce, se qualifie de citoyenne solidaire, particulièrement active auprès des mineurs isolés. Pour elle, c'est précisément l'été qu'il faut agir, au moment où la situation s'aggrave le plus pour les réfugiés. Les conditions du coup de traversée de la mer sont meilleures qu'en hiver. Les conditions climatiques sont tout court normalement meilleures et donc ça enclenche un flux continu et de plus en plus continu et de plus en plus important. Donc ils sont là quoi. Donc ils sont là et on doit être là en fait. C'est aussi simple que ça. Le social et le caritatif restent le domaine d'engagement favori des Français en 2016. En tout, ils sont 16 millions à être recensés dans les associations et de nombreux autres, comme Agathe, à œuvrer à titre individuel toute l'année. Un petit Bangladais de 4 ans atteint d'une mystérieuse maladie qui lui donne l'apparence d'un vieil homme a été admis dans un hôpital de Dhaka pour des tests, ont annoncé les médecins de sa famille. Plus d'explications dans ce reportage. Shikdar, âgé de 4 ans et issu d'une famille modeste d'agriculteurs, a été admis à l'hôpital universitaire de Dakar pour une étrange maladie. Le jeune garçon ressemble à un vieillard. Les médecins de l'hôpital ont accepté d'essayer de diagnostiquer la maladie de l'enfant et de le soigner gratuitement. Bayezid est né avec un excès de la peau qui prend des parties de ses membres et de son visage, ce qui lui donne l'apparence d'une personne âgée. Mais il souffre également de problèmes cardiaques, d'audition et de vue liés à cette maladie. Un ensemble de mots qui a conduit les parents de l'enfant à rencontrer plusieurs médecins sans jamais savoir de quoi il souffre réellement, a confié son père. Cependant, certains médecins rencontrés par la famille avaient évoqué un probable cas de progéria, une maladie qui provoque un vieillissement prématuré peu de temps après la naissance. Mais les médecins de Dakar se sont montrés prudents, estimant que des tests supplémentaires étaient nécessaires. Selon l'équipe médicale, la maladie du garçon pourrait aussi être due à la consanguinité, les mariages entre les membres d'une même famille étant fréquents dans la région rurale de Bangladesh. La prison de Punta de Rial dans la capitale uruguayenne dans le système carcéral traditionnel. Les détenus y circulent librement pendant la journée et sont même encouragés à monter leur propre petite entreprise. Reportage. Les rythmes africains de la musique candombe sont un classique de la rue en Uruguay, mais il est bien plus rare de les entendre en prison. Car Punta de Rieles n'est pas une prison comme les autres. Ici, les détenus passent peu de temps derrière les barreaux. À la place, ils travaillent et sont encouragés à développer leur propre entreprise et leur créativité. Pour moi, cette prison, c'est ce qu'il y a de plus proche du monde réel. Dans toutes les prisons, il y a des barreaux, des cadenas, des policiers, des couteaux, des morts, beaucoup d'agressions. C'est ce que tu vois partout ailleurs. Mais maintenant, je suis ici et je me sens comme dans un quartier privé, comme si j'étais dans la rue. C'est comme être dehors. Tu es privé de ta liberté, mais on te donne la possibilité de montrer que tu ne veux pas ressortir comme un criminel. Malgré les murs et les miradors, tout est fait pour ressembler le plus possible au monde extérieur. Les détenus sont traités comme des entrepreneurs plutôt que comme des criminels et l'argent gagné peut être envoyé à leur famille ou transformé en coupons utilisables en prison.
Nous croyons que les gens sont façonnés par les circonstances. C'est une chose à laquelle nous croyons fermement. Par conséquent, si les circonstances changent, les gens devraient changer aussi. Il s'agit pourtant bien d'une prison. Les incidents violents sont fréquents et récemment, un détenu s'est évadé avant d'être rattrapé. Mais pour cet ancien chef de gang, Punta de Rieles a été l'occasion d'une nouvelle chance. Une fois libéré, il a fondé avec son cousin une boulangerie à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. C'est ici que j'ai vu des opportunités. Je sais qu'une entreprise comme celle-là, je n'aurais pas pu la créer dehors. Avec entre ses murs environ 7% de la population carcérale d'Uruguay, Punta de Rieles fait figure de prototype dans un pays qui cherche à réformer son système de prison. En 2009, un rapport de l'ONU avait qualifié ce dernier d'épouvantable en relevant de nombreuses atteintes aux droits de l'homme. C'est ici que se referme cette édition que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Toute l'équipe de production et de réalisation, Moïse Patinvor, Damien Pedro, Chimène Claudia Dessous, vous remercie de nous avoir suivis. Soyez demain au rendez-vous de la bonne humeur et de l'information. C'est 7h sur votre télévision Eden TV. Matin d'Eden, c'est le nom de l'émission. Bonsoir.